Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Espace littéraire. Collection dirigée par Maggie Albet. Dernière parution. René Agostini, Théâtre poétique et ou politique, 2010. Joël Bonninponnier, Les Goncourt à table, 2010. Christine Lara, Pour une réflexion xomuno-culturelle de la lecture, 2010. Bernard Poche, Une culture autre, La littérature à Lyon 1890 à 1914, 2010. Lally Second, De la déficience, représentation imaginaire, perception du handicap dans la littérature contemporaine 2010. Claude Friou, Le chantier russe. Littérature, société et politique. Tome 1, écrit 1957 à 1968, 2010. Céline Giton, Littérature d'ailleurs. Histoire et actualité des littératures étrangères en France, 2010. Hassan Wabi, La beauté de l'absent 2010. Claude Hersfeld, Paul Nizan, écrivain en liberté surveillée 2010. Charles Weinstein, texte réuni par Récits et nouvelles du Grand Nord 2010. Paul Tyran, Edmond Combe. L'Abyssinien. 1812 à 1848. La Passion de l'Orient 2010. Paul Plouvier, Pierre Thoreil poète, Entre splendeur hellénique et méditation hébraïque du souffle, 2010. Tommaso Meldolesi, Sur les rails. La littérature de voyage de la réalité aux profondeurs de l'âme, 2010. Cynthia Anne, coordonnée par Esa Agamalak. À la croisée des regards, 2010. Miguel Couffon, Marlène Haushofer. Écrire pour ne pas perdre la raison, 2010. David Elparis, Albert Hadès et Albert Josipovici, écrivains d'Égypte d'expression française au début du XXe siècle, 2010. Arnaud Tripet, poète d'Italie. De Saint-François à Pasolini, 2009. Miguel Couffon, Le signe et la convention. Hommage à Ingeborg Bachmann, 2009. Patricia Izquierdo, Devenir poétesse à la Belle Époque, 1900 à 1914. Études littéraires, historiques et sociologiques, 2009. Jean-Pierre Brett, D'un auteur l'autre, 2009. L'écrivain est quelqu'un qui joue avec le corps de sa mère, pour le glorifier, l'embellir, ou pour le dépecer, le porter à la limite de ce qui du corps peut être reconnu. Roland Barthes. Avant-propos. À Pétersbourg au début du siècle dernier, une enfant de 8 ans, Natacha, marche dans la rue en tenant la main de sa maman et tombe en arrêt devant une poupée de coiffeur qu'elle trouve plus belle que maman. Que se passe-t-il là ? En apparence peu de choses. Ce qui s'appelle rien, dirait Nathalie Sarraute. En réalité, vient de naître la première des idées autour desquelles une œuvre va se construire pendant 60 ans. Cette maman s'appelle Pauline Chatounowski et brille par son charme, son originalité. Appartenant à une famille d'intellectuels juifs, auteur prolixe de romans paysans, de cap et d'épée, d'aventures à succès, sous un pseudonyme masculin qui signifie ouragan et qui préservera toujours son incognito, elle a le tempérament d'une de ces femmes exceptionnelles ou qui se disent telles, mêlant avec art le masculin et le féminin, qui jalonnent l'histoire des femmes des 2 derniers siècles. On sait aussi par enfance que ce personnage qui se tient comme par enchantement au-delà de toutes les contingences est une mère distraite, froide, et qu'elle laissera en 1909 sa fille Natacha à Paris chez son ex-mari, Ilya Tcherniak, sans jamais revenir la chercher. Il ne va pas être dans cette étude directement question du sentiment douloureux d'abandon qu'a pu éprouver Natacha Tcherniak et que Nathalie Sarraute n'aborde elle-même qu'avec sa méfiance habituelle pour le tout cuit, les mots préfabriqués, abandon, malheur. On ne cherchera pas à montrer non plus comment Nathalie Sarraute a retourné la situation en composant, plus ou moins sciemment mais très visiblement, une œuvre aux antipodes de celle de sa mère. On partira plutôt de ce qui à première vue peut passer pour un détail, une simple particularité physique. La maman d'enfance se caractérise par la qualité de sa peau, une peau rosée, rayonnante, tiède et soyeuse au toucher, une peau paysage qui se confond avec la lumière dorée qui enveloppe Natacha lors de ses promenades au jardin du Luxembourg. En mettant à l'arrière-plan l'histoire familiale de l'auteur, on va donc parler d'une mère-peau. Plus qu'une figure humaine, cette mère-peau est à la fois un lieu, un dehors-dedans, et une substance organique qui 50 ans avant d'apparaître dans Enfance sous les traits d'un personnage,
est une toile invisible que l'écriture ne cesse depuis tropisme de tisser. Loin d'être une froide abstraction, la maman dépersonnalisée qui va émerger ici relie le tissu de l'écriture de Nathalie Sarraute à une expérience intime et archaïque, à la région vicieuse jamais apaisée avec laquelle, selon Henri Michaud, tout écrivain reste en contact. Maman sera anonyme, peu figurative, mais concrète, palpable, source de la sensation sur laquelle l'œuvre s'est bâtie, source même de la maman qui dans Enfance apparaît comme personnage. Si Nathalie Sarraute n'avait pas écrit Enfance, le lecteur n'aurait jamais eu la moindre idée de cette peau maternelle constitutive de l'œuvre, car elle figure partout sous des formes et des textures qui la rendent à première vue plus ou moins reconnaissables. Velours, soie, duvet, fourrure, mais aussi coque, enduit, vernis, digue, étui, parois. Une lecture minutieuse permet de déceler entre ces greffons ou ces moesses des parentés secrètes selon l'expression de Mallarmé reprise par Jean-Pierre Richard II, de les assembler en réseaux qui les mettent à l'intersection de plusieurs niveaux d'expérience. Le contact, l'identité, l'activité créatrice d'écriture et de lecture. On découvrira aussi qu'ils sont porteurs de dualités essentielles. La surface et la profondeur, le dehors et le dedans, le vide et le plein. C'est l'autobiographie qui nous permet de prendre l'œuvre à rebours pour assigner une origine commune à toutes ces substances et nous faire découvrir ce que l'on pourrait appeler la chimère du monde imaginaire de Nathalie Sarraute. Enfance est une clé qui va nous ouvrir ce monde et nous faire entrer dans un lieu de torture qui est en même temps l'atelier d'un tanneur et le fort intérieur d'un écrivain. Chapitre 1. Peau d'enfance. Entrons donc dans Enfance par la scène où 3 attaques successives à la peau maternelle coïncident avec la naissance des idées chez l'enfant 3. La peau des idées. La séquence débute comme souvent chez Nathalie Sarraute au moment de la perturbation. Comme elle est belle, je ne peux pas m'en détacher, je serre plus fort la main de maman. On ignore encore qui est belle et de qui l'enfant ne peut se détacher. Serait-ce maman dont l'enfant serre la main ? Quelques lignes plus bas, on comprend qu'il s'agit d'une poupée, décrite ainsi. Je ne parviens à revoir que son visage assez flou, lisse et rose, lumineux, comme éclairé au-dedans, et aussi la courbe fière de ses narines, de ses lèvres dont les coins se relèvent. Ce flou, ce rayonnement, ces courbes appartiennent en principe au visage et à la peau de maman, évoquées peu après avec une emphase excessive qui ressemble déjà à un dédommagement. J'aimais ses traits fins, légers comme fondus, je ne trouve pas d'autre mot. Sous sa peau dorée, rosée, douce et soyeuse au toucher, plus soyeuse que la soie, plus tiède et tendre que les plumes d'un oiselet que son duvet. La courbe que formait sa paupière légèrement bombée avec sa pommette assez haute avait cette pureté, cet air de candeur qu'elle a parfois chez les enfants. Survient alors un malaise physique qui ne porte pas encore le nom d'idée mais se présente comme un cognement venu d'un lieu intérieur indéfini. Quelque part en moi je me suis cogné contre quelque chose est venu me heurter. Ce quelque chose prend la forme d'une idée phrase. Elle est plus belle que maman. La première fissure est ouverte. Cette mère qui se mettait en dehors de toute comparaison se trouve en une phrase prise dans le monde, à côté d'une poupée de coiffeur. L'adjectif « belle » introduit une perte d'adhésion de Natacha à maman présentée comme une perte d'adhérence. Sur maman belle n'adhère pas partout, ça se décolle ici et encore là. En décollant belle, Natacha se décolle de maman et se met à passer en revue les imperfections de son visage dont le pouvoir d'irradiation, transféré sur la poupée, est amoindri. Les traits ne sont plus fondus, les cheveux ne sont plus soyeux ni mordorés mais plats. Maman est sur le point de devenir pour Natacha un être extérieur. Ceci n'est pas tolérable, je ne peux pas à ce point m'écarter d'elle, s'inquiète Natacha. Dans un mouvement contraire, elle essaye de rétablir le contact en avouant l'idée qu'elle présente comme une blessure enfantine que maman doit palper, soigner. Je vais le lui montrer comme je lui montre une écorchure, une écharde, une bosse. Regarde maman ce que j'ai là, ce que je me suis fait. Je trouve qu'elle est plus belle que toi. Et elle va se pencher, souffler dessus, tapoter, ce n'est rien du tout. Voyons comme elle extrait délicatement une épine, comme elle sort de son sac et presse contre la bosse pour l'empêcher de grossir une pièce de monnaie. Mais oui, grosse bête, bien sûr qu'elle est plus belle que moi. Et ça ne fera plus mal, ça disparaîtra, nous repartirons tranquillement la main dans la main. Mais la mère froide d'enfance lâche la main de l'enfant et creuse la plaie par un petit dicton qui exclut Natacha du monde des enfants normaux. Un enfant qui aime sa mère trouve que personne n'est plus beau qu'elle. Dès lors,
Les idées vont pulluler comme des bactéries dans un organisme infecté. Ce qui vient d'être décrit, c'est au pied de la lettre, les mouvements que l'écrivain appellera tropismes. Un mot, un geste, portant au dehors une sensation, sont des épines qui viennent fissurer une peau soyeuse et dorée que l'on tente ensuite par tous les moyens de réparer. Les métaphores tactiles de Nathalie Sarraute ne sont pas des figures désincarnées. Les mots cognent, grattent, blessent, transpercent. Nous cherchons le point où une expérience de la peau gouverne la relation à soi, à l'autre, au langage, à l'œuvre d'art, au monde. Natacha n'en reste pas au visage de maman. Une deuxième idée va atteindre de façon beaucoup plus directe et incongrue la peau maternelle. Maman a la peau d'un singe. L'ensemble de l'enveloppe corporelle est attaqué, le décolleté, les bras nus, dorés, bronzés. La peau si douce et si reconnaissable se métamorphose en celle d'un animal d'une autre espèce. Maman est devenue un corps étranger. Cette peau de singe sans fourrure présente pour le lecteur un aspect indécent. Rappelons-nous le dictionnaire des idées reçues de Flaubert. Fille, évitez pour elle, surtout le jardin des plantes côté des singes. La nudité de la peau du singe peut évoquer aussi un écorchement et un retournement angoissant. Alors, l'effort pour faire de l'idée l'élément à expulser afin de restaurer l'intégrité du corps de maman et retrouver une intimité avec elle est plus élaboré que dans la première attaque. Pour isoler l'idée, on la personnifie en intrus invisible, le domovoi, diablotin de la mythologie enfantine russe, et son atteinte est comparée à un dard minuscule qui pique, s'enfonce, et blesse encore la peau de l'enfant. Une turgescence qui pouvait faire de maman une mère phallique est donc déplacée sur l'idée. Ces réductions et euphémismes se teintent d'humour. Le domovoi est un petit esprit malicieux et domestique, et Natacha espère que maman va éclater de son rire qui me fait toujours rire avec elle. En même temps, elle trouve dans sa mémoire un référent qui rhabille le singe, la fourrure d'un singe aperçue dans la cage du jardin d'acclimatation. Et maman, au lieu de se vexer à nouveau, pourrait dire « Tu te souviens comme ils étaient mignons ces petits singes ?» La mémoire zoologique du lecteur prend aussi une autre orientation, se peuplant de bébés singes qui s'agrippent au cou de leur mère, d'animaux affables qui s'extraient mutuellement des épines et des corps étrangers. Natacha aurait souhaité que maman, par une interprétation rassurante de la phrase provocante, retire l'épine puis rattache l'enfant à elle, qu'elle retourne la situation comme elle retournerait la peau du singe en fourrure et remette le monde à l'endroit. L'origine de l'idée reste inconnue, et l'enfant tente de l'exorciser en la situant dans un lieu totalement extérieur à elle. L'idée s'en ira d'où elle est venue, là où elle est née, quelque part hors de moi, dans un lieu que je ne connais pas. Mais après l'échec de cette tentative, l'enfant ne peut plus isoler et chasser l'idée, c'est donc l'intégralité de son être qui devient l'autre, le corps étranger. On assiste à un processus d'aliénation et d'exclusion de l'enfant, qui se traduit en termes de territoire. Isolée de maman, ses cloisons intérieures disparaissent, l'idée envahit l'espace, prête à tout moment à s'avancer, à tout écarter devant elle, à occuper toute la place. Puis les hôtes indésirables se multiplient, le jeu est devenu un terrain propice sur lequel elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait, elles s'ébattaient, s'appelaient entre elles, et il en venait toujours d'autres. Jeu est délogé, réduit au lieu de séjour des idées. Natacha ne dit plus « j'ai mal », mais le mal m'avait choisi. J'appartiens tout entière au mal et à ce titre mon corps sera intégralement déchiqueté, comme le figure la dernière idée. Après avoir surpris une remarque de Gacha aux autres servantes, Natacha observe maman choisissant parcimonieusement au cours du repas les morceaux de viande qu'elle destine aux domestiques, ce qui déclenche l'idée « maman est avare ». Maman n'est pas reconnaissante. Maman est mesquine. À la différence des autres idées, celle-ci est élaborée, tournant au reproche moral. On est passé de l'idée au soupçon dont on connaît l'importance dans l'œuvre de Nathalie Sarraute. Chaque repas devient une torture, l'enfant craignant de voir ce qu'elle ne doit pas voir, les yeux rivés sur la fourchette de sa mère qui s'avance, pique et soulève les morceaux de viande destinés à la cuisine. L'idée est à présent animalisée en un monstre auquel l'enfant est livré sans défense, comme si chaque coup de fourchette la transperçait. L'idée me déchire, me dévore, quand elle me lâche c'est pour un temps, elle va revenir, elle est toujours là, à l'affût, prête à bondir au cours de n'importe quel repas. Sous le rituel familier du dîner, se dissimule un repas dont l'enfant est l'aliment. On aimerait pouvoir employer à la manière de Bachelard l'expression « complexe de Panthée ».
L'enfant subit en effet un sort voisin de celui du personnage des Bacchantes d'Euripide, déchiqueté tragiquement par sa mère pour avoir nié la divinité et vu ce qu'il ne devait pas voir. 4. À sa manière sensitive, intériorisée, Nathalie Sarraute renouvelle de vieux mythes et les rattache au profond sentiment de culpabilité qui hante le roman du XXe siècle. Dans un carnet de notes sur enfance, Nathalie Sarraute effectue une comparaison entre ses idées et celles de Marcel sur Albertine chez Proust. Marcel soupçonne Albertine de lui cacher un secret qu'il doit livrer. Le mal est donc partiellement mis sur le compte de l'autre, alors que dans Enfance, l'enfant se sentait coupable. Détruisait tout. Était le lieu du mal. Ça détruisait les personnages, la mère, l'enfant et les sentiments. L'amour saint. Une comparaison encore plus parlante peut être établie avec un passage de Jean Santeuil. Après avoir brisé un vase dans un moment de révolte contre sa mère, Jean, pris d'un désir de réparation, trouve dans son armoire un vieux manteau de velours appartenant à sa mère et dont l'odeur le renvoie à l'époque heureuse où elle l'embrassait le soir en le frôlant de ce manteau. Jean se met à le caresser, et finit par s'en vêtir pour aller chercher le baiser de pardon de sa mère. Jean-Pierre Richard commente ainsi ce passage. À travers l'étonnante effusion de ce velours, c'est tout le corps maternel bien évidemment qui se redonne, qui se lie et se délie sous l'insistance passionnée de la caresse. Marque exemplaire d'une réunion, qui serait aussi un plein RE accent aigu englobement dans l'origine. 6. Chez Nathalie Sarraute, le corps maternel ne se redonne pas, le recollement ne se fait pas, le velours proustien est définitivement refusé. Toutes les substances satinées, dorées, chaleureuses appartiennent à des paradis lointains où sont entachées de soupçons et destinées à être lacérées. La position d'écriture de Nathalie Sarraute est une position d'écorché. Substitut doré. On s'attend dans ces circonstances à ce que la violence de la scène des idées ait une résonance sur l'ensemble d'enfance. Or, la plupart des substituts de la peau maternelle nous paraissent plutôt satisfaire au besoin de se blottir que l'on avait constaté au sujet de la fourrure des mignons petits singes. Il y a par exemple, juste après la scène des idées qui précède de peu l'exil de Natacha à Paris, un remplaçant traditionnel, mon compagnon, mon confident, mon ours au pelage doré, tout mou et doux, à qui Natacha explique son futur départ pour Paris vers une autre maman, et dont la présence chaleureuse contraste encore avec une phrase pétrifiante de la mère, « Tu n'as au monde qu'une seule maman ». 7. La douceur dorée se reporte encore sur diverses surfaces, comme la natte de paille qui couvre le mur de la chambrette de Natacha à Moscou dans l'appartement du père avant qu'il ne s'installe à Paris, et contre laquelle elle essaye de s'endormir. Je me couche toujours tournée vers elle, j'aime caresser du doigt sa texture lisse, regarder sa délicate couleur dorée, l'éclat soyeux de ses oiseaux, de ses arbrisseaux, de ses fleurs huit. Cela est certes insuffisant pour rasséréner l'enfant qui a besoin pour dormir, de la voix touchante du père, et il faut prendre cet adjectif au sens propre, mais il donne au mur contre lequel s'endort l'enfant la texture d'un corps soyeux et accueillant. Plus tard, dans les rédactions scolaires de Natacha débarrassée de ses idées et décidée à rester à Paris pour apprendre tout ce qu'elle peut apprendre, les pouces tendres et les bourgeons duveteux qu'elle décrit avec application seront un premier accès à l'écriture d'un substitut de la peau de maman. La description des autres femmes proches de Natacha met au contraire en relief leur pâleur, comme si elles n'étaient perçues qu'en négatif de maman. Une pâleur maladive pour la servante Gacha à Pétersbourg, pour la mère du camarade de jeu Micha à Paris ou pour la belle-mère Vera après la naissance de Lily, la demi-sœur de Natacha. Il y a la peau ridée et grisâtre de la bonne Adèle, ou pire encore, la peau malodorante, luisante et jaunâtre du crâne enduit de vinaigre de la bonne qui emmène Natacha au Luxembourg. L'enfant s'empresse de lâcher la main de cette mère dégradée pour retrouver ce jardin lumineux, éclatant et vibrant neuf. La peau des langues. L'évocation de la peau maternelle est surtout teintée de tendresse quand elle est liée à une voix. Le Luxembourg étincelant d'enfance est une expansion exaltée du corps maternel. La première fois qu'il est évoqué, c'est quand Natacha vit encore avec sa mère à Paris et qu'elle sent tout contre mon dos la tiédeur de sa jambe sous la longue jupe, en écoutant la voix lointaine de maman qui lit ses contes pour enfants au milieu des roucoulements et des pépimandis. Et la peau maternelle réapparaîtra une dernière fois quand Natacha, âgée de 11 ans, revoit après 3 ans d'absence sa mère à l'hôtel à Paris. Elle n'aime pas sa nouvelle coiffure, ne sait pas quoi lui dire, mais, aussitôt que mes lèvres touchent sa peau,
Je ne connais pas d'autre peau semblable, plus soyeuse et plus douce que tout ce qui est soyeux et doux au monde. Quelques lignes plus loin, dans un des plus beaux paragraphes d'enfance, la peau maternelle se fond d'une manière particulièrement harmonieuse dans le paysage. Il s'agit de la dernière rencontre de Natacha et de maman à la fin de son séjour parisien, juste après le moment où cette femme ouragan, courroucée en apprenant que Natacha doit faire un pique-nique à Versailles avec la belle-mère Vera, décide brutalement de hâter son retour en Russie. Ce qui seul se dégage de l'oubli et ressort, c'est, peu de temps avant que nous nous quittions, ceci. Elle est assise à côté de moi, à ma gauche, sur le banc d'un jardin ou d'un square, il y a des arbres autour. Je regarde dans la lumière du soleil couchant son joli profil doré et rose et elle regarde devant elle de son regard dirigé au loin, et puis elle se tourne vers moi et elle me dit, c'est apostrophe. Est étrange, il y a des mots qui sont aussi beaux dans les deux. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.